c'est sous la forme d'un atelier Être un enfant juif en Seine-Saint-Denis pendant la Shoah. Ce sont des élèves de quel âge, de quelle classe qui ont participé, Stéphanie Dassa? Il me semble que ça devait être des élèves de 3e, si j'ai Mais c'est au programme de 3e. Oui, c'est absolument. Alors, c'était un projet qui était tout à fait original et satisfaisant. C'était une année non Covid, hein, sinon on aurait pu peut-être le recommencer. En 2020. Exactement, cette année. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire venir des enfants de Seine-Saint-Denis pour faire une étude sur des juifs déportés de Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est aussi si vous voulez, des paramètres de la pédagogie actuelle. Pour mieux faire passer l'enseignement de la Shoah, il est un peu plus aisé parfois de se diriger vers un processus d'identification qui fait que l'élève puisse se sentir solidaire d'un destin d'une personne qui a vécu dans le même quartier ou dans la même ville qu'il aurait pu rencontrer, qui aurait eu certainement 3 fois son âge à l'heure actuelle, mais... Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent assez bien. Je lisais d'ailleurs un article dans Le Monde avant-hier sur un professeur de Seine-Saint-Denis qui a réalisé un projet à peu près similaire autour du convoi 77. C'est-à-dire qu'il a fait, avec ses élèves, étudier les destins de certains déportés de ce fameux convoi 77 et les faire enquêter sur la vie de ces personnes-là. Les élèves se sont sentis très impliqués et très investis dans cette recherche. Certains se sont sentis complètement transformés à l'issue de ça. C'est toute la complexité de l'enseignement de la Shoah. Parfois, comme le disait Laurence, d'énormes difficultés à aborder le sujet dans une classe, et puis il suffit que la pédagogie soit adaptée à l'élève pour que finalement l'enseignement passe. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de cette demi-heure de discussion. On se retrouvera, Francis Khalifa, tous les mois pour faire un point ensemble sur l'actualité du CRIF et l'actualité en général. Merci, Idassa, pour être... merci à vous aussi, Laurence Goldman, dans un... Voilà, j'ai voulu vous faire partager en même temps l'émission à laquelle participait Stéphanie. Ma caméra ne fonctionne pas, je vais la rebrancher. Voilà, bonjour à tous. Et Stéphanie va nous rejoindre dans quelques minutes. Je vous invite à ouvrir vos micros pour l'instant. Pourquoi est-ce que je ne vous entends pas? Bonjour. Bonjour, voilà, ça y est. Bonjour également. Personne ne parlait. Bonjour, c'est pour ça. Absolument. Je suis Robert Esnès, le directeur du CRIF. Stéphanie arrive, elle vient de rentrer dans son bureau, donc elle sera là avec nous dans quelques secondes. Elle participait donc à une émission de RCJ avec Francis Khalifa et beaucoup consacrée à la mémoire et aux souvenirs. Donc, en cette période, c'est important. Bonjour, Jonathan. Ça va, Robert? Ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Edith. Bonjour. Voilà, Stéphanie. Ça, c'est direct. Bonjour, bonjour. Voilà, pour faire patienter tout le monde, Stéphanie, j'avais mis la fin de l'émission de radio à laquelle vous étiez avec Francis. Voilà, ça s'est très bien passé. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Bonjour Pierre Savy, bonjour Audrey Kichlewski. Bonjour. Jonathan, Judith, Alain, Jacqueline, Madeleine et Rachel. Vous pouvez mettre vos caméras si vous le souhaitez. Je suis Stéphanie Dassa, donc. Depuis le Marqué, sympa. Jean-François Gutmann. Super. Dès que Bruno Alioua est rentré, on va commencer. Comme ça, on profite du temps qu'on a ensemble.
Bonjour, Monsieur Gutmann. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression qu'il y a de la lumière derrière moi. Mais c'est pas grave. Non, on vous voit. Voilà. On te voit dans un halo de lumière. Absolument. Ouais, je vais le mettre ensemble, ça va. C'est pas grave. Je vous écoute. Voilà, il est juste 13h01. On va peut-être se donner 2-3 minutes quand même. Oui, j'aimerais bien que Bruno arrive. C'est le président de la commission. Ah oui. Sinon, je vais commencer par la présentation des auteurs, si jamais il tarde. Allez, on se donne jusqu'à 13h05. D'accord. Ah, Rachel. Mets le micro. Bonjour, Galit. Je l'active. Comment vas-tu? Comme je peux, merci. Et toi? Ça va. Est-ce que tu as pu regarder l'inauguration officielle de l'UNESCO, Rachel? Pas vraiment, non. Je te renverrai le lien alors. Merci. Parce qu'on te voit beaucoup et ils t'ont même mis dans la fiche de présentation. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Je pense qu'il sera dans la newsletter d'aujourd'hui. Chouette. Merci. Est-ce que vous recevez bien tous la newsletter du CRIF? Oui. Dites oui. Très bien. Non, parce qu'on a eu une activité très intéressante et importante justement aux alentours de ce 27 janvier pour rendre compte de l'exposition, d'une conversation, Stéphanie en parlait à la radio à l'instant avec Karel Frakapan, tout à fait intéressant. Effectivement, ce que disait Francis Khalifa, le fait que cette campagne We Remember, qui était maintenant dans sa 5e année, est en train de se développer. C'est des millions de gens qui postent chaque année. Alors, on est parti d'un acte très simple de prendre un papier en marquant We Remember pour montrer qu'on est concerné, à quelque chose qui se développe dans un message qui est politique, qui est international, qui concerne tout le monde. Donc c'est bien. Est-ce que peut-être, en attendant qu'il soit 13h05, chacun de ceux qui sont présents là peut peut-être se présenter pour nos deux auteurs, hein, comme ça, on gagnera un petit peu de temps. Alors, je vais commencer dans l'ordre de ce qui apparaît devant moi. Bon, Monsieur Robert Egenès est le directeur exécutif du CRIF. Hein, je me permets de le présenter à sa place. Alain de Toledo, si tu veux bien nous dire un tout petit mot de présentation. Oui, bonjour. Je suis là en tant que président de l'association Muestros Desaparecidos, qui travaille sur la mémoire des judéo-espagnols déportés de France. Merci. Judith? On ne t'entend pas? On ne t'entend pas? Pour la mémoire de la Shoah et je suis en charge de la commission mémoire et transmission. C'est à ce titre que je participe à cette commission du souvenir, mais aussi en charge de la commission lutte contre l'antisémitisme et dialogue interculturel. Merci Judith. Rachel Jedinac? Oui, je suis présidente du comité Tlemcen, membre fondateur pour la pose des plaques dans les écoles à la mémoire des enfants déportés. Je fais partie de la mémoire juive, enfin j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Galit? Bonjour à tous, je suis directrice de l'association L'Enfant et la Shoah Yad Layeled France, qui conçoit des ressources pédagogiques pour les écoles élémentaires en particulier. Et hier, j'ai assisté à plusieurs très émouvantes cérémonies, en particulier dans des écoles élémentaires qui rappelaient le nom des enfants déportés qui figurent sur les plaques. Merci. Jean-François Gutmann. Oui, alors je suis au bureau exécutif du CRIF, je suis président de l'OSE et membre du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Merci. Jacqueline London. Avec le micro. Avec le micro, oui. Moi, je représente le cercle Bernard Lazare et je fais la continuité un petit peu de ce qui a été fait par l'ancien président de cette commission. Merci. Madeleine Schmoul, je suis contente de te voir. Bonjour, ben oui, mais c'est un horaire où je peux me présenter, sinon je ne peux pas d'habitude à midi. On fait toujours 13-14 maintenant. Je suis Madeleine Schmoul, je suis la directrice de la Fédération des sociétés juives de France, dans toute son action et son ancienneté.
et je fais aussi partie de la commission d'arbitrage du CASI de Kojazor pour la CLEMS conférence. Merci beaucoup. Entre autres. Hein, voilà. Jonathan Arfi. Bonjour, donc je suis vice-président du CRIF et puis par ailleurs administrateur de l'OSE. Et enfin Bruno Alioua. Bonjour, je suis Bruno Alioua, je suis membre de la commission du souvenir que j'anime et en même temps je suis président de l'association des médecins israélites de France. Merci beaucoup. Alors je remercie infiniment Audrey Keschlewski et Pierre Savy d'avoir bien voulu nous consacrer du temps. Nous allons aujourd'hui parler de cet ouvrage-là, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, dont je ne peux que vous recommander l'excellente lecture. Je vais essayer de vous présenter tous les deux. Alors, honneur aux dames, on va commencer par Audrey. Audrey Keschlewski, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, membre junior de l'Institut universitaire de France. Vos travaux portent pour l'essentiel sur l'histoire des Juifs polonais, la mémoire de la Shoah, la justice dans la Pologne communiste. Et vous avez publié, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, un ouvrage excellent qui s'appelle « Les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah » et coédité aussi le volume « Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique ». Et vous êtes bien sûr aussi rédactrice d'un chapitre entier, je ne sais pas si on peut parler de chapitre, de cet ouvrage. Pierre Savy, vous êtes historien du Moyen-Âge. Depuis 2016, vous êtes le directeur des études pour le Moyen-Âge à l'École française de Rome. Et là, il me semble même, vous êtes en Italie, n'est-ce pas? D'accord. À Rome. Vous êtes à Rome, quelle chance. Ouais. Vos travaux portent surtout sur l'histoire italienne à la Renaissance et vous venez de publier, pardon pour mon italien, Non contrari ma diversi, avec Alessandro Ghetta sur les Juifs d'Italie au XIVe et XVIIe siècle. Et vous avez dirigé donc avec Audrey Keschlewski et Catel Berthelot l'histoire des Juifs, dont je vais vous montrer la couverture là, et dont la traduction italienne est en cours. Alors, l'ouvrage que vous avez publié est original en de nombreux points. Tout d'abord, vous avez voulu nous offrir un voyage chronologique dans l'histoire des Juifs en 80 dates et avec 70 contributeurs. Et je crois qu'une des premières originalités de votre ouvrage, c'est que merci beaucoup pour la chronologie. Cet ouvrage, en fait, on peut l'ouvrir dans tous les sens. On n'est pas du tout tenu par la lecture de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je vous avoue que le mot de voyage que vous avez utilisé en sous-titre convient parfaitement parce qu'effectivement, on a beaucoup de plaisir à faire des allers-retours dans le temps grâce à cette chronologie que vous avez bien voulu établir. Des livres sur l'histoire des Juifs, il y en a eu déjà pas mal. Les Juifs dans l'histoire ou l'histoire des Juifs, ça peut fonctionner dans les deux sens, ça dépend un petit peu de l'approche. L'histoire des Juifs est éminemment mondiale, ça nous le savons. Et vous avez laissé dans votre ouvrage une large place à l'histoire culturelle et religieuse en utilisant la date comme une porte d'entrée. Donc on verra ensuite ensemble au cours de la conversation quelles sont les dates que vous avez retenues et quelles sont celles aussi qui n'y figurent pas. L'ouvrage est donc un collectif d'auteurs sous votre direction. Les articles sont courts, il n'y a pas de notes de bas de page, mais toujours des références bibliographiques à l'issue de chaque article, ce qui rend la lecture tout à fait aisée et très très plaisante. Et vous avez bien voulu augmenter vos travaux de recherche avec un portfolio qui figure à la moitié du livre, donc de très belles iconographies qui peuvent illustrer les articles que vous avez dirigés. La première question que j'aimerais vous poser, enfin plutôt c'est à vous si vous voulez bien développer, une présentation de la date. Est-ce que Pierre Savy ou Audrey Keschlewski, vous voulez bien nous parler justement de cette vertu de la date? Bien sûr. On ne s'est pas trop mis d'accord, Audrey et moi, sur qui commençait.
Non, mais je pense que c'est à toi de commencer en tant que coordinateur général de l'ouvrage pour cette question. En tout cas, je compléterai si… D'accord, merci beaucoup. Bon, ben alors, en notre nom à tous les deux, d'abord, merci de nous inviter. On est très heureux de parler du livre avec vous. La troisième responsable du livre, c'est Catel Berthelot. Je vais vous répondre tout de suite, Stéphanie, à votre excellente question, mais je tiens à dire que le livre, en effet, c'était mon idée, mais on l'a dirigé à trois avec Audrey et moi-même, qui nous sommes occupés de la deuxième et de la troisième partie. Et puis, il y a une première partie Antiquité qui a été dirigée par une troisième collègue. Et dans ces trois parties, il y a ensuite des dizaines de dates rédigées par d'autres collègues encore. Donc, nous, on est les coordinateurs de l'ouvrage. On a quand même écrit quelques dates, bien sûr, mais après, il y a à peu près 70 auteurs qui ont écrit pour certains plus d'une date. C'est comme ça qu'on arrive à 80 dates. Donc, vraiment, merci beaucoup. On aime beaucoup en parler dans des gens tellement compétents et engagés. En plus, ça fait vraiment plaisir parce que c'est aussi un projet un petit peu, mais modestement engagé. Enfin, c'est pas seulement un projet savant, c'est même pas un projet érudit, hein, vous l'avez rappelé, il n'y a pas de notes, il n'y a pas tous les attributs des livres qu'on écrit d'habitude, nous qui sommes universitaires et qui sont beaucoup plus lourds que cela. C'est quand même un assez gros livre, mais parce qu'il y a beaucoup de petits textes. Voilà. Ouais. Alors, ces petits textes, à part mon introduction et à part le portfolio, ce sont des dates. Chaque notice correspond à une année. C'était quand même, pour assumer le choix qu'on a fait, fondé sur l'idée qu'il y avait une vertu de la date. Donc, votre question de quelles sont les vertus de la date, c'est une question importante, mais difficile parce que on voudrait pas donner l'impression qu'on tombe dans le culte de la date. Vous savez sans doute que les historiens, ça fait un petit moment maintenant que c'est battu en brèche, hein, la grande historiographie française du XXe siècle a critiqué le culte de l'événement. L'histoire, c'est pas que des batailles et des traités de paix. Il y a aussi d'autres choses comme la culture, l'économie, des rythmes beaucoup plus lents. Et donc, on n'est pas retombé ici dans un culte de la date, mais on croit quand même que la date présente au moins deux grandes vertus. La première, c'est qu'elle est une porte d'entrée, hein, vous l'avez dit, Stéphanie Dassa, commode. Hein, c'est un livre destiné au grand public, le plus grand possible, qui donc est constitué de textes autonomes. Donc, chaque texte suffit à lui-même pour la compréhension. Évidemment qu'on invite les lecteurs à se promener, mais enfin, il n'y a pas lieu de le lire de la première à la dernière page. Et donc, à ce titre, fonctionner par date avec des textes courts et qui soient facilement accrochés à l'histoire, ça nous paraissait, la première vertu, c'est celle-là, c'est une vertu didactique, disons, hein, de clarté, et puis d'agrément d'une lecture qui peut être un petit peu facile, un petit peu au gré de nos propres intérêts. Typiquement, les gens vont voir ce qu'ils connaissent le mieux et ce qu'ils connaissent le moins, ou ce qui les intrigue, parce que dans la tête des matières, il y a beaucoup d'aspects très différents de l'histoire des Juifs qui sont évoqués, enfin, on l'espère, y compris culturels et religieux, vous l'avez dit. Donc voilà, c'est une vertu de pédagogie, d'ouverture, de mise à disposition du plus grand public possible, un savoir sur lequel, là par contre, on n'a pas transigé, on voulait être très exigeant. Donc la tension, toute la difficulté pour nous, je dis que c'est très réussi parce que c'est pas moi qui ai écrit le livre, hein, c'est 70 auteurs, donc je suis pas en train de me lancer une fleur à moi ou à Audrey, enfin Audrey si, mais moi non. Les auteurs ont vraiment joué le jeu et donc ils ont accepté de faire des textes de 3 pages qui en douce donnent quand même le savoir le plus pointu hein, sur cette question. On peut plus faire la synthèse tout seul aujourd'hui. Et donc la deuxième vertu de la date, c'est ça, c'est ce côté collectif, c'est que chaque texte se suffit à lui-même. On n'a pas prétendu unifier les points de vue, les sensibilités, plus ou moins on va dire religieuse, sioniste, diasporique. Évidemment que c'est un texte collectif avec des options de toutes sortes différentes, mais justement, le choix de la date, c'était pour rentrer dans l'histoire, retenir une diversité de points de vue. Certaines dates renvoient à des événements majeurs, d'autres sont un peu des prétextes, mais au fond, ça nous paraissait la meilleure façon de réunir cette diversité de points de vue sans prétendre l'unifier. Parce que si on avait réuni 70 collègues, et qu'on avait voulu faire une sorte de somme continue hein, de moins 1200 à nos jours, ça aurait été sans doute en fait assez illusoire. Là, au moins, on ne cache pas la poussière sous le tapis. C'est un livre discontinu. C'est un jeu facile de montrer qu'il y a des dates qui manquent. On peut y jouer. Hein. Enfin, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu. On a vite fait de se dire tiens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais au moins, on ne prétend pas comme certaines sommes couvrir tout. Vous voyez ce que je veux dire? La date, elle offre aussi cette. Oui, c'est pas forcément la première lecture qu'on fait en histoire des Juifs, mais ça peut être une première lecture, quitte à poursuivre ensuite avec des livres plus exhaustifs ou qui donnent l'illusion d'une continuité plus grande. Audrey, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre là-dessus? Non, mais je pense que c'était assez clair et assez éclairant, effectivement, sur les vertus de cette date et aussi, effectivement, rester dans un format court qui était un vrai défi pour tous nos auteurs, d'être à la fois concis, synthétique et
exhaustive, bien évidemment, c'est plus compliqué, mais en tout cas avec suffisamment de références aussi bibliographiques pour inviter à aller plus loin. Voilà. Et j'ajouterai enfin aussi un système de renvoi thématique qui permet vraiment pour celui ou celle qu'un sujet précis intéresse, une aire géographique ou une thématique plutôt politique ou culturelle, de lire non pas forcément de manière chronologique, mais en sautant comme ça à travers les siècles. Et ça aussi, c'est un système qui me semble assez pertinent et original. Alors, c'est vrai, vous avez raison, Pierre Savy. On pourrait se poser la question de, tiens, pourquoi il n'y a pas cet événement-là dans ce livre? Néanmoins, je vous avoue que ce n'est pas du tout la question que je me suis posée moi. La question que je me suis posée en voyageant donc, dans votre ouvrage, c'est pourquoi ils ont choisi ça? Je vais vous donner deux exemples. Il y en a un, c'est facile, on comprend pourquoi. Par exemple, dans votre ouvrage, il y a un chapitre, c'est la mort de Jésus. Alors, la mort de Jésus, comme ça, froidement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire des Juifs? Et pourtant, on sait que ça a à voir, parce qu'effectivement, de la mort de Jésus va s'en suivre une histoire assez compliquée, assez douloureuse dans les relations entre Juifs et chrétiens. Et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment sourire, et j'avoue que je n'ai pas compris ce choix, et que je meurs d'envie que vous me l'expliquiez. C'est un autre exemple, c'est le complexe de Portnoy, 1969, l'ouvrage de Philippe Ross. Pourquoi avez-vous choisi C'est très agréable à lire au demeurant, hein, le chapitre sur cet ouvrage, mais j'aimerais savoir voilà, pourquoi le complexe de Portnoy va rentrer dans l'histoire des Juifs. Alors, en fait, je suis obligé de vous dire un tout petit peu la cuisine, quoi, hein. Quand on fait un livre comme ça, on s'entoure des collègues qu'on trouve bons et puis qu'on aime bien, avec qui on a envie de travailler, avec qui on s'entend, qui de préférence sont francophones, même s'il y a aussi des collègues qu'on a traduits de l'anglais ou de l'italien. Et puis, on leur dit, toi, tu vas me faire ça, mais parfois, on leur dit, il faudrait un truc sur ça. Et puis, parfois, enfin, on leur dit, fais ce que tu veux. Alors, pour Portnoy, on s'est dit, un livre comme celui-là, il faut qu'il évoque avec au moins 2-3 dates, l'histoire américaine. Aujourd'hui, à égalité avec Israël, c'est quand même l'endroit du monde où la culture juive est la plus représentée, la plus riche. On est tous, quoi qu'on soit français, bercés de cette culture, depuis Seinfeld jusqu'à Woody Allen, en passant par tout ce que vous voulez, en passant par Philippe Roth, pour ce qui me concerne en tout cas. Et du coup, voilà, on a contacté Steven Sampson. Je crois que c'est Audrey qui avait ce contact. On s'est rendu compte qu'on se connaissait, lui et moi, mais enfin bon, donc, je vais peut-être laisser Audrey poursuivre sur ça. Mais là, on dit, voilà, fais-nous quelque chose sur Roth. Il a pris Portnoy. Pour tout vous dire, ça nous embêtait même un peu parce que c'est la même année qu'une autre date, donc il y a 2 notices pour la même année, mais ça, c'est les aléas de l'histoire. Mais il a pris Portnoy comme ça. Donc, c'est une demi-commande, hein, c'est pas fais-nous Portnoy. Alors, peut-être que si tu veux continuer là-dessus, et puis je reparlerai de Jésus ensuite, Audrey. Ok. Oui, voilà, effectivement, ça a déjà été précisé, hein. L'idée, c'était d'avoir une notice sur Philippe Roth, enfin pas Philippe Roth pour Philippe Roth, mais en tant que représentant de la littérature juive américaine, et donc à travers lui pouvoir évoquer une porte d'entrée vers la présence des Juifs aux États-Unis et l'influence culturelle très 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 profonde et cette symbiose en fait de cette présence juive en Amérique qui se marque par la littérature. Donc Roth et le complexe de Portnoy est un exemple effectivement particulièrement bien choisi et particulièrement bien développé par le spécialiste en France de Philippe Roth, qui est Steven Sampson. Mais voilà, l'idée, c'était ça. Et c'est vrai qu'on a procédé à plusieurs reprises de cette même manière, avec des dates un petit peu prétexte à permettre d'avoir ces développements qui sinon auraient peut-être semblé un peu plus généralistes pour avoir une porte d'entrée vers cette histoire culturelle qui est moins palpable par des dates comme des dates événementielles qui existent par ailleurs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce type de date, et il y en a d'autres qui l'illustrent de la même manière, à vrai dire. On aurait pu imaginer aussi trouver dans votre ouvrage un chapitre sur la consécration de la littérature yiddish avec la remise du prix Nobel de littérature à Isaac Bashevis Singer, mais s'y est pas. Alors, on va revenir à la mort de Jésus avec Pierre Savy.
Mais il y a une date yiddish quand même, je défends Audrey. Bien Mais sûr, il y a. Non, parce que par ailleurs, je vous sais beaucoup gré de ne pas vouloir jouer à ce vilain jeu, mais il y a quand même, allez, je vais dire 4-5 dates, ce qui n'est pas tant que ça, mais ce qui n'est pas si peu non plus, qu'on regrette un peu. Donc si on fait une édition, enfin je ne sais pas Audrey, quel est ton compte à l'heure actuelle, mais il y a quand même des gens qui nous ont convaincus que voilà, il y avait vraiment des dates manquantes. Après, on peut toujours en rajouter, on peut faire 200 dates de l'histoire des Juifs, ce n'était pas le but du livre. Il y a des petits, voilà, il y a des petits manques. Mais c'est vrai que sur le Yiddish, il y a la conférence à laquelle est consacrée une notice. Alors pour ce qui est de Jésus, ça me fait penser à une critique, enfin une critique qu'on nous a faite, que je ne prends pas complètement à mon compte, mais que je trouve intéressante. Donc je vais vous répondre, mais d'abord je vous rapporte cette critique qu'on nous avait faite lors d'une discussion autour de bouquins. On nous avait dit, mais au fond, c'est un livre qui est écrit dans la perspective des vainqueurs. Alors les vainqueurs, c'est qui? C'est nous, juifs rabbiniques. Hein. Excusez-moi si vous reconnaissez plus ou moins, il ne s'agit pas de dire que les gens sont observants, ne le sont pas, etc. Ou sont libéraux, massortis, etc. Pas du tout. Il s'agit de dire que les juifs aujourd'hui sont les héritiers d'un courant dominant depuis quelques siècles, qui se forme dans les premiers siècles de l'ère commune, mais au fond, il y a plein de branches, n'est-ce pas, qui sont sorties de ce qu'on appelle nous aujourd'hui des juifs, de ce groupe-là, qui existent pour certaines encore, pour beaucoup plus du tout, donc des Samaritains, des Karaïtes, et puis pourquoi pas des chrétiens. Hein. Je veux dire que le christianisme est une secte juive qui se forme en même temps que le judaïsme rabbinique, au contact du judaïsme rabbinique, et qui existe encore et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuse que les Juifs aujourd'hui. Donc, parler de la mort de Jésus, du procès de Jésus, c'était d'une certaine manière dire quand même un mot de cette espèce de petite branche, un bourgeon, et puis après, bon, ben après, c'est pas un livre sur l'histoire des chrétiens, enfin, sinon on n'en sortirait plus. Mais c'était quand même rendre compte du fait que cette petite divergence-là, autour d'un certain Jésus, dans le début du 1er siècle de l'ère commune, qui allait devenir l'ère chrétienne, eh bien, elle avait une importance parce que ça vient de l'histoire des Juifs. Et puis, c'est deuxièmement, et c'est quand même ça la vraie explication, et vous l'avez esquissé, hein, Stéphanie, ben, l'idée que, sans que ce soit du tout un livre, comment dirais-je, c'est pas un livre à thèse, il ne s'agit pas d'accabler une religion ou d'insister sur les larmes qui quand même scandent notre histoire, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire des Juifs. Mais il s'agissait donc de mettre en avant le côté un peu originel hein, de ce procès, de cette mise à mort, jugée par le Sanhédrin, mise en acte par les Romains, et dont jusqu'à il y a environ, je regarde non pas l'heure, mais la date, donc on est en 2021, donc jusqu'à il y a 60 ans, c'était à peu près la doxa chrétienne, que les Juifs étaient déicides. Hein, il y avait cet enseignement du mépris dont la Shoah et le travail sur elle-même de l'Église a libéré le christianisme, hein, enfin le catholicisme. Mais voilà, c'est une date un peu fondatrice, c'est une matrice quand même d'un anti-judaïsme qui ensuite évolue, qui n'est pas du tout annonciateur du nazisme. Hein, ne croyez pas que je fais des raccourcis comme ça, loin de là ce raccourci, loin de nous ce raccourci. Mais c'était l'idée de... Parce qu'ensuite, ça fait écho à plein de dates. Hein. Audrey évoquait tout à l'heure ces thèmes qui rebondissent dans le bouquin. Ben oui, il y a une très bonne notice au XXe siècle sur Nostra Aetate, l'encyclique Pontificat. Ben ouais, ça fait écho. Enfin, on ne peut pas comprendre ça sans comprendre le meurtre de Jésus. Complètement, enfin, le procès de Jésus. Au contraire, ça a été une de mes notices préférées, la mort de Jésus. Hein. Je ne vous cache pas. Oui, alors, je pense que si vous le voulez bien, donc, vous avez chacun dirigé une partie. Donc, Pierre Savy, spécialiste du Moyen-Âge, a dirigé la partie des Juifs au Moyen-Âge. Et vous, Audrey, vous avez hérité sans doute de la pire période, celle de 1791 à nos jours. Alors, entre l'émancipation et la destruction, c'est vraiment très compliqué. Alors, je vous propose, puisque vous avez choisi de fonctionner de manière chronologique, que si vous voulez bien d'abord, Pierre Savy nous dise quelques mots sur les Juifs au Moyen-Âge et qu'ensuite, Audrey, vous embrassiez donc la large période 1791 jusqu'à nos jours. Le livre se termine, la dernière notice du livre, c'est quand même la prise d'otage à l'histoire cachère. Hein. Donc, le livre est extrêmement actuel. Pierre Savy, je vous en prie, sur le Moyen-Âge. Oui, c'est difficile. Dis-moi l'enseignement de la Torah en équilibre sur un pied. Est-ce que c'est une bonne période pour les Juifs, le Moyen-Âge? Alors, disons que le souci que j'ai eu en réunissant les auteurs qui ont écrit sur le Moyen-Âge, et j'avoue que j'ai annexé ce qu'on appelle à l'université l'époque moderne, hein, c'est-à-dire les 16e, 18e siècles. Ouais. Le moderne s'arrête à la Révolution française, bizarrement. Et donc, voilà, la première partie, je l'ai laissée à Catel Berthelot. Et moi, donc de 634
qui est la date sans doute assez fictive où on rédige le pacte d'Oumar, qui est un peu la naissance dans une certaine historiographie, qui est très critiquée par l'auteur de mon livre. La naissance de Dhimmi, disons, voilà, ce serait ça l'idée. Donc du 7e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle. Donc c'est un très long Moyen-Âge, pour prendre la formule de Jacques Le Goff, un Moyen-Âge qui mange aussi l'époque moderne. Et mon souci, disais-je, quand j'ai coordonné cette partie avec des auteurs, c'était non pas du tout de sombrer dans la légende dorée qui parfois est un peu à l'œuvre quand on parle notamment de l'Espagne médiévale, des 3 religions, où sous domination arabo-musulmane, tout le monde était très copain et très prospère. Mais c'était pas non plus, à l'inverse, je voulais pas non plus présenter ce que souvent les gens considéraient comme propre au Moyen-Âge, c'est-à-dire une litanie de massacres, de pogroms avant l'heure, de persécutions. Donc, d'offrir un tableau... Comment, pardon? D'autodafé, parfois, de palmutes brûlées, des choses comme ça. Oui, alors, et en plus... imaginaire, Ouais, et la plus grande période où on se livre à des pratiques d'autodafé, c'est en fait l'époque moderne. C'est vrai qu'il y a des brûlements de Talmud au XIIIe siècle à Paris, mais les plus grands brûlements de Talmud, ils ont lieu Campo dei Fiori, à 200 mètres d'ici, en 1555. Et les autodafés, ils ont lieu dans l'Espagne de l'époque moderne, donc des 16e, 17e siècle. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance à projeter sur le Moyen-Âge des pratiques et une violence qui ne sont pas médiévales. L'expulsion apparaît à la fin du Moyen-Âge. Et bon, c'est douloureux de le rappeler, mais je crois que la commission du souvenir n'a pas besoin de moi pour que je le lui dise. L'extermination, ce n'est pas un projet qui est pensé ni au Moyen-Âge, ni à l'époque moderne. Je ne dis pas qu'il est pensé pour la première fois dans la Shoah, enfin, c'est un autre débat dont Audrey est beaucoup plus experte que moi, mais en tout cas, il n'y a pas de projet. Il y a des projets d'expulsion, de conversion, il y a des conversions forcées. Donc voilà, mon objectif, c'était de présenter ça de façon assez équilibrée, en insistant sur la diversité des positions, en insistant sur les changements, parce qu'en 1300 ans, il se passe beaucoup de choses, et en insistant enfin sur, déjà au Moyen-Âge, le caractère mondial de ce peuple. Alors, on n'a pas de juifs en Amérique avant la découverte, entre guillemets, on dit que découverte évidemment, mais l'arrivée des Européens dans le Nouveau Monde. Mais enfin, dès le XVIe siècle, il y en a. Et avant même le XVIe siècle, les Juifs sont dispersés en terre d'islam, en Occident, et progressivement de plus en plus loin dans le monde oriental. Donc, insister sur ce caractère mondial et sur tous les aspects de l'histoire juive, c'était déjà un challenge en quelques dizaines de dates qui m'a retenu. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas masquer, pour vous résumer un petit peu cette période, ce qui se passe en Occident, c'est quand même une dégradation. On a l'impression que jusqu'au XIe siècle, il y a des phénomènes très ponctuels de violence contre les Juifs, mais les Juifs, on les voit assez peu. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de documentation en général. Il y a les croisades. Au XIIIe siècle, il y a une dégradation très nette, brûlement de Talmud dont on parlait tout à l'heure, imposition d'un signe distinctif qu'il faut porter sur la poitrine, un petit rond de tissu de couleur jaune ou rouge, bien souvent, à partir de 1215. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, des expulsions. Donc, là encore, est-ce qu'on est dans une approche lacrymale ou pas lacrymale, pour prendre le mot en usage chez les historiens? C'est-à-dire, est-ce qu'on insiste sur ça, ou est-ce qu'au contraire on veut s'opposer à la conception lacrymale de l'histoire des Juifs? En fait, chaque lecteur a sa lecture de notre livre. Il y en a qui trouvent qu'il est lacrymal, d'autres qui trouvent que pas du tout. Mais c'est vrai que dans le livre, j'ai voulu ne pas parler que de ça. Mais quand on regarde strictement l'histoire de l'Occident au XIVe, XVe siècle, on est quand même accablé par la dégradation rapide de la position des Juifs. Et puis à la fin de la période, il y a quand même, c'est vrai qu'à Audrey, à qui je donne la parole tout de suite, est échue la période la plus sombre, mais aussi elle s'appelle Émancipation et désastre, la troisième partie. C'est vrai qu'à la fin de la période, les choses s'améliorent plutôt. C'est vrai qu'avec les Lumières, avec les 17e, 18e siècles, les communications entre cultures juives et non juives sont plus riches en Occident, y compris hors des murs du ghetto en Italie, et on voit des phénomènes tout à fait étonnants de pensée préalable à l'émancipation qui se produisent au XVIIIe siècle. Il y a des notices consacrées à Spinoza dans le livre ou à Mendelssohn qui sont illustratrices de ces phénomènes. C'est fascinant, en fait, c'est une période qui est fascinante, malgré ce qu'a pu garder l'imaginaire collectif sur le Moyen-Âge, à tout point de vue d'ailleurs, pas que sur l'histoire des Juifs. C'est une des périodes les plus riches, je pense, de l'histoire de l'humanité. Audrey, donc sur la large période 1791-2015. Oui, alors large, oui et non, parce que finalement j'étais un peu chanceuse dans ce livre. Moi, j'avais autant de dates à couvrir et d'auteurs à chapeauter que mes camarades pour finalement 2 siècles seulement, enfin un peu plus, parce qu'on commence à la fin du 18e et on termine au début du 21e siècle, mais donc oui, riche en événements, mais finalement uniquement sur 2 siècles, ce qui est finalement très très peu par rapport au long Moyen-Âge
et l'époque ancienne, encore plus de siècles, voire même des millénaires. Donc, voilà. Effectivement, vous avez souligné qu'on pourrait considérer cette période contemporaine comme étant la plus sombre. C'est évidemment avec l'ombre portée de la Shoah qu'on peut comprendre les choses ainsi. Par ailleurs, voilà, vous avez souligné en me présentant que c'était un peu mon domaine de prédilection, de spécialité. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que je co-dirige depuis 1 an avec Jean-Marc l'histoire de la Shoah. Et alors peut-être un peu paradoxalement, et aussi pour répondre au cahier des charges de cette histoire des Juifs dont on ne voulait pas dont elle n'avait pas à être une histoire téléologique dont le point ultime serait la destruction des Juifs d'Europe durant la Shoah. Nous avons tenu à insister dans cette partie contemporaine qui porte vraiment bien son titre, hein, émancipation et désastre. Donc oui, désastre pour toutes les raisons évidentes, mais les émancipations et la partie s'ouvre du reste avec ce moment fondateur qui est l'entrée dans la cité, l'entrée dans la citoyenneté des Juifs de France au moment de la Révolution française, un moment fondateur puisque cette émancipation va servir de modèle dans le reste de l'Europe progressivement en allant toujours plus à l'est tout au long du XIXe siècle. Et du coup, voilà, c'est aussi cette symbiose, cette intégration des Juifs en Europe et au-delà, hein, dans cette partie évidemment aussi. On a tenu à souligner vraiment, c'est là que cette histoire mondiale est vraiment mondiale au sens plein du terme, puisqu'on va retrouver effectivement des Juifs dans les Amériques en nombre grandissant, en Asie. J'ai pas de notice sur l'Australie ou l'Afrique du Sud, mais on aurait pu également souligner cette présence sur tous les continents. Et c'est là qu'il y a la plus grande diversité de manifestations culturelles, identitaires, politiques d'un judaïsme qui a vraiment multifacette et qui embrasse pleinement son siècle. C'est-à-dire, il embrasse le siècle des nationalités avec des identités nationales, hein, qu'elles soient avec le sionisme, il manque la date du bundisme, mais ça sera rectifié si on a la possibilité d'avoir une réédition. C'est le moment des différentes aussi options de pratiques religieuses, et nous avons souligné avec l'avènement en 1935 de Regina Jonas, la première femme rabbin dans le judaïsme libéral en Allemagne en 1935, donc c'était vraiment symbolique à plus d'un titre. Morte en déportation, je crois. Oui. Et donc voilà, donc effectivement souligner toute cette diversité politique, culturelle, et montrer également, même dans les moments les plus difficiles, montrer l'histoire du point de vue des Juifs. Je m'explique juste sur 2 exemples comme ça qui me viennent. Avec la date de 1904 qui marque la création d'un bureau de la statistique juive en Allemagne, et donc qui est au début du XXe siècle, au moment où l'antisémitisme prend cette nouvelle, où la haine des Juifs prend une couche supplémentaire dans cette modernité, dans cette de rationalisation, etc. Les Juifs de l'Empire germanique vont
répondre finalement, répondre aux accusations d'une surreprésentation des Juifs ici ou là, et vont amener à avoir un discours rationnel pour montrer la légitimité, l'intégration des Juifs en Allemagne, etc. Donc voilà, un exemple de réaction et d'initiative des Juifs par rapport à leur environnement. Et même encore, justement, parce que je vois que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans des associations et dans le souvenir de la mémoire de la Shoah, même dans les dates. Ça a été évidemment très, très compliqué pour moi de choisir ces dates pour les années 30 et 40, parce que, évidemment, pour moi, chaque année, chaque mois est important dans cette période. Mais voilà, l'idée était s'il fallait vraiment réduire au moment essentiel, certes de présenter avec 1942 la conférence de Wannsee et le moment de décision, de bascule où la décision est prise et plutôt mise en œuvre vraiment pragmatiquement de ce passage à l'extermination systématique du peuple juif de la surface de la terre, mais aussitôt après, de souligner avec l'année 1943, l'insurrection du ghetto de Varsovie, de montrer symboliquement à travers cet événement-là comment les Juifs ont réagi, ont vécu dans ces années. Évidemment, il n'y a pas que cette question de résistance, mais voilà, et surtout montrer aussi à quel point cette insurrection a eu des échos dans la mémoire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, même pour les moments les plus compliqués et les plus difficiles de cette période, présenter le point de vue des Juifs et pas de faire une histoire de l'antisémitisme au 19e et 20e siècle. Oui, c'est vraiment ce qu'on retient à la lecture de ce chapitre, et la notice que vous avez rédigée sur l'insurrection du ghetto de Varsovie est juste excellente. J'ai assez parlé comme ça, je vais donner maintenant la parole, mais avant ça, je voudrais vous présenter, on parlait du yiddish tout à l'heure, et pendant que nous parlions, Monsieur Henri Batner a bien voulu nous rejoindre, c'est le président du Farband, qui est une des dernières associations pour la culture et la langue yiddish. Alors, je vais donner maintenant la parole à Bruno Alioua, qui est le président de la commission du souvenir, et ensuite chacun d'entre vous pourra s'exprimer et poser ses questions à Pierre Savy et Audrey Kichlewski. Bruno, c'est à toi. Oui, d'abord félicitations parce que j'ai passé des très bons moments, des très bonnes. C'est vraiment une excellente idée, c'est novateur. Je crois qu'on a tous des livres sur l'histoire du peuple juif et c'est vrai que le caractère novateur est assez intéressant et on en apprend vraiment, on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment un grand plaisir. Moi, je suis quand même un peu. Il y a des petites choses qui m'ont quand même un petit peu étonné. Par exemple, il n'y a pas une seule fois où on évoque le mot Salonique. Et ça m'a un peu. J'ai trouvé que c'était un petit peu. Ça m'a un peu. Et je vous dis en toute. Je ne suis pas du tout d'origine salonicienne, donc c'est pas du tout. J'aurais pu vous dire pourquoi on n'a pas parlé de Casablanca, mais non, je vous parle de Salonique. J'ai trouvé qu'il y a quand même quelque chose qui m'a un peu gêné. Je me suis dit, tiens, bon, bah, peut-être qu'il n'y avait pas l'auteur, peut-être qu'on. Mais il y avait quand même quelque chose. Et ça, c'est rien. Par ailleurs, j'ai trouvé que. Quand on pense judaïsme, histoire des Juifs, on pense histoire des grandes figures juives. Alors j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais regarder Einstein. Mais Einstein, il apparaît à la page numéro 1, mais vraiment cité, mais il n'y a pas. Et pourtant, par exemple, le mot Marx, il est évoqué, mais une mention, mais pas vraiment explicitée. Il n'y a pas, bien sûr, le mot Trotsky, n'en parlons pas, mais. Et puis, le mot Freud, c'est-à-dire que je me suis dit quand même, Freud, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. Enfin, c'est-à-dire Marx, Jésus, Freud. Et là aussi, j'étais gêné parce que je me suis dit, ben Freud, bon, moi j'aime bien Portnoy et son complexe, c'est un très bon livre. Freud dans Portnoy et son complexe. Oui, c'est très, pour moi, ça a été un bouquin révélateur, c'est-à-dire que j'en ai fait des cauchemars pendant mon adolescence. C'est très autobiographique pour moi, mais voilà, mais là aussi, je me suis dit quand même Freud. Et puis, bon, là aussi, je vais vous dire, je suis un peu. Il n'y a pas de musicien, il n'y a pas un seul, ou très peu, ou alors c'est passé. Là aussi, la musique juive, les grands musiciens, bon, ben, Mendelssohn, moi je suis content, mais quand même, le Kidam, c'est. Et puis également la médecine, c'est-à-dire que honnêtement,
moi j'ai adoré votre article sur Maïmonide, mais quand même, pour nous, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a autant de médecins juifs dans le monde, c'est pas pour rien, c'est Maïmonide, on peut tous dire merci à Maïmonide. Donc tout ça pour dire que je trouve que vraiment, mais c'est pas du tout une critique, hein, mais vraiment je ne critique pas, mais ça m'a laissé un petit peu, vous voyez, moi j'aurais bien aimé, et moi je vous adore parce que je trouve que vous faites des choses extraordinaires, mais voilà, vous voyez, bon, 1956, c'est extraordinaire. J'ai trouvé votre article, j'ai adoré. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une date 1917 qui, pour moi, j'aurais bien aimé parce que je pense qu'il y a là, on a dû beaucoup en parler, le schisme entre les Juifs, le marxisme, le communisme, le trotskisme, voilà. Mais vraiment, il n'y a aucune critique. C'est peut-être parce que j'ai aimé votre livre que, au lieu d'avoir l'histoire juive en 80 dates, j'aurais aimé avoir l'histoire juive en 100 dates. Donc voilà, merci beaucoup quand même. Est-ce que vous voulez répondre ou est-ce qu'on prend d'autres questions? Comment on procède? Moi, je trouve peut-être ça mieux qu'on réponde, parce que j'imagine que les autres questions seront vraiment différentes, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie, Audrey. C'est comme vous voulez. Ben, moi, sur cette question, qui est une question évidemment qu'on entend bien, peut-être que je vais beaucoup donner la parole à Audrey parce que ça portait pas mal sur la contempo. Juste une petite précision générale. Évidemment que c'est des choses qu'on a pensées, alors de façon pas forcément totalement convaincante. Je me suis un peu en introduction défendu en évoquant tous les grands absents, quoi. Donc je ne sais pas si c'est là qu'apparaissent Einstein, Freud et d'autres, mais voilà, pour dire qu'il ne pouvait pas tout y avoir et qu'il y avait sans doute des grandes figures absentes. Ce que je voudrais dire de façon un peu méthodologique, et après pour l'époque contemporaine, je pense qu'Audrey aura des choses plus précises que moi à vous dire, c'est que, en fait, c'est deux choses. D'abord, si on en ajoute une, il faut en enlever une. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de dates qui auraient pu faire l'objet, ou alors le livre aurait été plus gros. Mais vu qu'on s'était d'abord donné un objectif de 70 puis de 80 dates, on était un peu tenu par le nombre. Et finalement, tous ces personnages d'illustres que vous évoquez, c'est vrai qu'ils auraient eu leur place, mais est-ce qu'ils l'auraient eu plus que d'autres dates qu'on a retenues? C'est une question épineuse. Donc nous, on a fait ce choix-là, sachant que le nombre était maximum 80. Quoi. Mais surtout, parce que ça, c'est un peu des histoires de décompte, quoi. Mais surtout, la question, c'est est-ce que ce sont des grandes dates de l'histoire des Juifs? Je veux dire par là que quand Maïmonide écrit le Guide des égarés ou quand Philippe Roth nous donne un éclairage avec ce livre extraordinaire et choquant sur tout un pan de la culture juive américaine, on a l'impression de traiter des gros morceaux de l'histoire des Juifs, alors que bien sûr que l'ancrage de Freud, de Marx, c'est compliqué, mais de Marx, disons aussi, de Freud, assurément, de Einstein, à qui on a proposé la présidence de l'État d'Israël, si je ne me trompe pas, assurément, dans le judaïsme, sont des choses très importantes pour les comprendre. Mais en même temps, leur œuvre, sauf si on joue au trophée, enfin, c'est-à-dire qu'on peut se gargariser du fait que dans notre longue histoire, il y a quand même beaucoup de prix Nobel. Mais c'est vrai qu'il ne nous a pas paru nécessaire. Spinoza, c'était à la limite, parce que ça parle quand même de l'excommunication du Cherem, donc c'est quand même un philosophe qui a rompu avec le judaïsme, enfin en partie en tout cas, avec son traité théologico-politique, mais qui quand même a à voir avec l'histoire des Juifs. Mais la psychanalyse ou le marxisme, ça nous a paru des grands événements de l'histoire de l'humanité, quoi, enfin plus que de l'histoire du peuple juif. C'est vrai. Qui veut poser une question? Audrey, je suis sûre qu'elle avait plus que moi. Excusez-moi, Stéphanie. Je voulais juste répondre très rapidement parce que effectivement, voilà, pour les grandes lignes de réponse ont été fournies sur le fait qu'on était limité, mais qu'on n'exclut pas, et on l'a dit, que si, voilà, peut-être que s'il y a une réédition, peut-être qu'on augmentera parce qu'on a quelques regrets, effectivement. Pour certaines absences, c'est vrai que pour le monde, le monde séfarade est par moments un petit peu moins présent que, enfin, on s'en est rendu compte peut-être un peu a posteriori, donc ça fait partie effectivement un peu de nos regrets. Il y a eu effectivement peut-être aussi question des auteurs. Il y a eu des fois des choix qui ont été un peu faits par défaut parce qu'on n'a pas trouvé l'auteur ou l'auteur a renoncé. Enfin, il y a eu des petits ajustements, mais effectivement on peut voilà, prendre acte qu'il y a c'est vrai pour certains espaces, et
oui, également pour la dimension peut-être culturelle, parce que c'est plus compliqué. Alors effectivement, on peut l'aborder par quelques grands auteurs hein, en littérature, en musique, et effectivement, mais voilà, ça a quand même assez vite ses limites. Et j'ajouterais peut-être un dernier point, peut-être un peu plus un peu plus provocateur, mais bon, assumons. Je pense aussi, ce qui nous a un peu retenu d'ajouter beaucoup de ces grandes figures, au-delà du fait que voilà, elles sont déjà bien connues et présentes dans la plupart des histoires juives, c'est que ça nous aurait probablement inévitablement conduit, en tout cas justement en présentant ces figures incontournables, à avoir beaucoup de figures masculines. Et vous n'êtes pas sans avoir remarqué, enfin en tout cas on s'est aussi efforcé de le faire, de mettre en avant des personnalités connues, très connues, Golda Meir bien sûr, moins connues, je pense au journal tenu en yiddish par Gluckel van Hammel en 1690, ou encore Regina Jonas dont je parlais tout à l'heure. Donc également, si figure il s'agissait de faire et de mettre en notice, nous avons un peu privilégié les figures féminines connues ou moins connues. Et donc c'est un choix voilà, que nous assumons, je pense parler pour les 3 auteurs de ce volume. Voilà. Alors, juste avant de passer la parole à Jonathan Arfi, je voudrais revenir brièvement sur Marx. Si Marx ne figure pas dans l'ouvrage, il y a néanmoins une notice qui est fondamentale, c'est la fin des illusions communistes dans le monde juif, ce qui est peut-être tout aussi important que l'invention du marxisme, en fait. Jonathan. Le micro. Ton micro. Oui, effectivement. Donc, je vais d'abord féliciter Pierre et Audrey pour cet ouvrage passionnant, en tout cas qui m'a captivé à la lecture. J'avais une question pour eux qui était pas tant une question d'histoire que de regard qu'ils portent sur l'histoire juive, c'est-à-dire à vos yeux, quel est le rapport que les Juifs entretiennent à leur histoire? Est-ce que vous avez le sentiment que ce rapport évolue? Quelle est la place que ce regard que les Juifs portent sur leur propre histoire joue dans leur conscience identitaire? Voilà, je serais ravi de vous entendre sur ce point-là, qui n'est pas effectivement un point du livre en tant que tel, mais comme votre livre embrasse toutes les idées l'histoire des idées qui ont traversé le monde juif, il me semblait que vous écouter sur ce point-là serait également intéressant. C'est une question intéressante, bien sûr, une question actuelle. Moi, je commence parce que je commence par la partie ancienne, quoi, même si j'ai aussi une opinion sur la place actuelle de l'histoire dans les préoccupations des Juifs, en tout cas d'Europe. Mais traditionnellement, il y a un livre très important de Yerushalmi qui s'appelle Zachor, qui est traduit en français, qui rappelle que la place de l'histoire, même s'il y a un verset dont j'ai pris le titre pour nommer mon introduction, médite les annales du siècle, mais enfin on a quand même coutume de dire avec Yerushalmi que l'histoire n'est pas au cœur des préoccupations des Juifs et que pendant longtemps il n'y a pas eu de livre d'histoire écrit par des Juifs, et que finalement le souci de l'histoire il s'inscrit progressivement dans le peuple juif, justement avec une première période durant laquelle on écrit des histoires très lacrymales, c'est-à-dire en fait des listes de persécutions, de xéroth, de massacres et des listes de noms de morts, de victimes. Ce n'est pas de l'histoire, ça c'est de la mémoire, quoi. Donc dans ce grand jeu de bascule entre les deux, entre ces deux pôles, il y aurait eu très longuement une injonction de mémoire, qui est d'ailleurs présente dans la Bible et qui aurait été perpétuée jusqu'à des temps assez récents, jusqu'à l'émancipation. Ce qui me frappe ensuite, c'est évidemment que les Juifs se sont pleinement saisis de l'histoire. Alors, j'en viens au très contemporain et je passe la parole à Audrey, mais on m'a fait une critique, c'est même un peu, je dirais pas anecdotique, mais très localisé ce que je vais te dire, Jonathan, parce que ça parle de la situation d'aujourd'hui. Et un journaliste qui est aussi un ami et qui assume d'être un média juif, m'a dit, dis donc, il n'y a pas beaucoup de Juifs dans ta table des matières, d'auteurs. Alors, je lui ai dit d'abord que je ne savais pas forcément de quelle confession étaient les uns et les autres, ce genre de réponse un peu très française, israélite comme ça, mais il n'a pas tort, et notamment pour la partie Antiquité. Et je crois que très récemment,
la grande tradition de la science du judaïsme, de la Wissenschaft des Judentums, qui a donné tellement de savants en France, en Allemagne, elle est un peu en crise. Alors, on trouve des gens qui travaillent sur l'histoire des Juifs pour les périodes contemporaines, mais pour les périodes anciennes, on est souvent amené à faire appel à des collègues non juifs ou américains ou israéliens, comme si le fossé entre le savoir traditionnel qui, lui, est vivant en Europe, et la science du judaïsme que nous pratiquons, qui est un savoir laïque, fut-il pratiqué par des juifs, se creusait de nouveau. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, si on parle aux jeunes générations, non pas qu'ils doivent forcément tous s'inscrire en licence d'histoire, mais je trouve qu'il y a de nouveau une sorte de petit éloignement de ça. Et parmi les meilleurs spécialistes aujourd'hui qui sont capables d'écrire dans notre livre sur la Bible, sur la Mishnah, sur le Talmud, bien sûr qu'il y a des juifs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent du monde protestant, ce qui est très bien d'ailleurs. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Thomas Romer. Voilà, c'est ça, c'est impressionnant. Et donc, ce camarade me disait, mais enfin, c'est drôle quand même que vous ayez pris plutôt des protestants pour écrire ces dates. Voilà, ça c'est un peu ponctuel, mais ça me paraît intéressant. Mais sur la conception juive de l'histoire contemporaine, je ne sais pas ce qu'Audrey pourrait nous dire. Oui, d'abord, je confirme qu'il y aurait presque même pas uniquement sur les périodes plus anciennes où le manque de vocation est peut-être de plus en plus parlant. Enfin, je le vois enseignant l'histoire contemporaine à l'université de Strasbourg quand même, et Strasbourg est quand même une ville où il y a une communauté vibrante et où voilà, j'ai toujours énormément de mal à intéresser des étudiants et des étudiants juifs qui plus est à l'histoire riche des Juifs d'Alsace, même pour la période contemporaine qui m'intéresse, je le vois au quotidien. Voilà, pour aller tout à fait dans ton sens. Et j'ajouterais en complément de ce qui vient d'être dit que donc, voilà, on a parlé du rapport à l'histoire et ce qui est en revanche effectivement va croissant et enflant même et qui aurait pu donner lieu à une notice, c'est la place de la mémoire et bien évidemment et la place vraiment de plus en plus prépondérante de la mémoire. Alors certes, on a un petit peu abordé les questions de mémoire quand on a évoqué dans un certain nombre de dates les répercussions jusqu'à aujourd'hui parfois de tel ou tel événement dans la société juive et plus largement. Mais c'est vrai qu'effectivement, la mémoire et évidemment la mémoire de la Shoah ont acquis une place centrale, enfin, en tout cas importante, et même pour certains, presque constitutive d'une identité juive. Et c'est vrai que ce phénomène aurait pu être analysé au travers d'une date, je sais pas, le choix d'une date de commémoration, par exemple, voilà, 27 janvier, mais voilà, comme date internationale. Pertinente, pas pertinente, enfin en tout cas effectivement c'est un vrai point de réflexion sur cette histoire de la mémoire qui pour le coup a ses nombreux spécialistes et qui est vraiment très riche en réflexion et très complexe. Ouais. Et d'ailleurs cette date-là, les éditeurs italiens qui traduisent notre bouquin mais qui font des petits aménagements l'ont retenue comme dernière date, jugeant aussi que l'hypercacher avait été, enfin pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, liées à la perception italienne du terrorisme qui a frappé la France. Ils ont préféré le remplacer par l'affaire Ilan Halemi. Je dis remplacer, évidemment. Et ils ont proposé la date de l'institution de la journée de la mémoire pour terminer le livre. Mais du coup, si on quitte le vivier des potentiels étudiants de Strasbourg ou d'ailleurs qui ne s'inscrivent pas tellement en histoire et qu'on considère la communauté juive dans son ensemble, là, au contraire, je trouve qu'on est face à une communauté formidablement intéressée par sa mémoire et son histoire. Enfin, il y a qu'à organiser un événement au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour voir un auditorium comble. Enfin, au contraire, il y a quand même une forte conscience dont je pense que vous êtes beaucoup plus experts que nous, puisque c'est une des vocations des institutions communautaires que de travailler à cette mémoire. Et du coup, il y a chez les Juifs aujourd'hui, à des degrés divers, selon l'âge, le degré de culture, mais enfin, une très forte conscience de ça. Et notre livre se destine notamment, pas seulement, mais notamment à ce lectorat-là, évidemment. Je vous propose qu'on fasse rapidement un petit tour de chacun d'entre vous, un commentaire, une question. Monsieur Gutmann, peut-être ? Avec le micro. Oui, excuse-moi. Oui, donc je n'ai pas eu la chance d'avoir le livre entre les mains et donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. J'ai envie vraiment de l'acheter. Je voulais savoir si vous aviez fait un sort particulier à la situation du judaïsme français ou si c'était vraiment un panorama mondial.
est-ce que vous avez privilégié ou mis en exergue davantage de dates du calendrier de la France sur 2000 ans d'histoire? Audrey, moi je suis médiéviste. Alors comme vous le savez, les Juifs se font expulser en 1306. Ils reviennent un tout petit peu et puis ils se font vraiment expulser définitivement en 1394. Alors on a fait une date sur Rachi, mais enfin, et puis ensuite ils reviennent de façon progressive à mesure que le royaume conquiert des marges où il y a des Juifs comme la Lorraine, etc. Et donc c'est plutôt une question de contemporaine, hein? Oui, alors évidemment, donc j'ai rappelé tout à l'heure que la partie histoire contemporaine s'ouvrait sur l'émancipation des Juifs en France. Voilà, on a ensuite, pour jalonner un petit peu une histoire effectivement où la France n'est pas absente, mais souvent incluse. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une notice sur les Rothschild, donc les Rothschild, grande famille, mais pas uniquement en France. On va avoir ensuite, bien évidemment, la France et ses territoires d'outre-mer et bien sûr des notices sur les Juifs algériens, de l'émancipation du décret Crémieux à la fin des communautés juives après les indépendances. Donc, voilà, on va avoir aussi, avec une notice sur Emmanuel Lévinas, une évocation des intellectuels juifs français qui ne sont pas oubliés non plus. Voilà, donc effectivement, la France est là, est bien présente, mais nous avons vraiment essayé de privilégier une histoire la plus globale possible. Oui, juste, alors je ne sais pas si vous avez fait une notice sur l'année 1648. 1648, attendez, je vais vous dire ça. Pierre. Alors, oui, mais vous pensez à quoi? À la Pologne? Pardon? Vous pensez à quel événement? Alors, je vais vous dire. On pose la question, ta famille, Gutmann, où est-ce que vous êtes? Et vous êtes en France depuis quand? Et je réponds 1648. Alors, les gens sont souvent surpris de la précision de la date. Et en fait, c'est le traité de Westphalie qui a rattaché l'Alsace à la France. Alors, il y a pas c'était à ça que je pensais en parlant de l'agrandissement du pré-carré sous Louis XIV et ses prédécesseurs. Il se trouve qu'il y a une date 1648 consacrée à l'histoire polonaise par Daniel Tollet, mais ce n'est pas la paix de Westphalie. Voilà, et c'est vrai que l'essentiel de la communauté juive de France avant la Révolution était alsacienne, et que c'est cette date qui est fondamentale dans la reconstitution de l'histoire des Juifs en France. Ah, en effet. Et puis, il y a le coin Bayonne-Biarritz et Bordeaux, quelques Portugais qui sont arrivés après l'expulsion d'Espagne et donc, a fortiori, après les expulsions de France. Et puis, quand on a annexé la Provence, les États du Pape. Mais en effet, c'est ce qui explique que, alors qu'on n'a jamais révoqué l'expulsion, il y avait quand même des Juifs au moment où la Révolution a éclaté, quoi. Ouais. Non, mais il n'y a pas la paix de Westphalie. C'est vrai pour ajouter à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que voilà, forcément, comme on essaye de couvrir au-delà de la France, il y a des manques. On avait, lors d'une autre présentation d'ouvrage, eu une dame qui était intervenue pour me dire « mais pourquoi il n'y a rien sur Carpentras ?» Et voilà, on aurait pu, à l'occasion d'une… Mais là, ça aurait été plus un lieu et toute son histoire jusqu'à la période la plus récente, voilà, avec les profanations. Mais bon, c'est effectivement sur la riche et longue histoire des Juifs d'Alsace, on aurait pu… oui, mais au-delà, je dirais, dans notre pays, peu de gens, sauf le président de la République à un récent dîner du CRIF, rappelle qu'il y a eu 2000 ans d'histoire juive en France. Alors, je sais qu'il avait égrené tous les noms de tous les rabbins de toutes les petites communautés autour de Paris, à la grande surprise. Mais aussi bien dans la communauté juive de France aujourd'hui que dans la communauté nationale, 2000 ans d'histoire du judaïsme en France est totalement ignoré ou même non compris. Ouais. Il y a un livre qui est en train de sortir là-dessus, qui résulte d'un colloque au Musée du judaïsme sur l'histoire juive comme point aveugle du récit national, qui promet d'être intéressant, qui parle précisément de ça, oui, c'est vrai. Moi, ce que vient de dire Audrey me fait penser à un aspect d'une question que vous posez, monsieur, et que posait aussi Bruno Aliwa tout à l'heure, en termes de méthode salonique, ou Carpentras, enfin, qui n'ont pas du tout la même histoire, mais on a un petit peu fonctionné en privilégiant, comment dirais-je, on construit un type d'objet et on n'en prend qu'un. Alors, si c'était pour faire l'histoire
et des persécutions liées à la croisade, et des persécutions liées à la Grande Peste, et des persécutions consécutives à tel ou tel événement de l'Occident médiéval, ça aurait fait redit. Donc, du coup, le livre, il est un peu disparate de ce point de vue-là. Alors, si par Salonique, vous entendiez une grande communauté séfarade, peut-être que ça manque. Si en revanche, c'était une manière d'accentuer l'histoire de la Shoah, c'est vrai qu'il y a relativement peu de dates, Audrey, sur la Shoah, mais ça, c'est assumé, parce que l'histoire de l'antisémitisme, ce n'est pas l'histoire des Juifs, même si c'est évidemment un épisode d'une immense importance dans l'histoire des Juifs, mais l'histoire de la Shoah, on en traitait par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a un petit peu fait comme ça des séries en disant, bon, ben ça y est, il y a Rachi, il y a Maïmonide, bon, ben, il y aurait peut-être pu avoir Yosef Karo, mais on n'allait pas mettre tous les grands sages de l'époque médiévale et moderne, parce que donc c'est un petit peu comme ça, par substitution horizontale, je dirais qu'on a procédé, mais il n'empêche qu'il y a certains qui sont un peu plus que des manques, enfin, qui sont vraiment des oublis ou des difficultés de recruter des auteurs ou des choses comme ça. Mais l'histoire des Juifs, c'est pas une histoire du judaïsme, en fait, sauf erreur. Absolument, ouais. Il y a beaucoup de gens qui font le lapsus, mais vous avez tout à fait raison. Surtout le judaïsme. C'est ça, hein. Bon, il nous reste un quart d'heure. Jacqueline London voulait poser une question. Je vous propose, s'il vous plaît, des questions courtes et des réponses, si possible, courtes, pour que chacun puisse s'exprimer. Je sais que ce n'est pas évident. Jacqueline? Alors, merci pour ce livre. Je ne l'ai pas eu entre les mains, donc ça m'a donné envie de l'avoir. Je reprendrai un peu ce qu'a dit Bruno et je poserai une seule question, puisque vous parlez de mémoire et vous ne voulez pas faire que la France et l'histoire uniquement des Juifs en France. Qu'en est-il de la peinture et de ce qu'on appelle l'école de Paris? Parce que ça peut être une entrée un peu internationale et juive et mémorielle, etc. Merci. C'est encore une question pour Audrey. Très bonne suggestion. C'est vrai que effectivement, j'ai souligné tout à l'heure que voilà, sur le plan de l'histoire un peu culturelle, c'était peut-être ce qui pouvait sembler manquer ici ou là. Et oui, pourquoi pas l'école de Paris, bien sûr. C'est vrai que pour le coup, on a vraiment du transnational, de l'européen, une influence voilà, mondiale. Après, faire rentrer ça dans une date, bon, pourquoi pas un tableau de Chagall ou quelque chose. Voilà, mais effectivement, ça, en tout cas, je prends bonne note pour une femme, Katia Granoff, qui a créé une galerie. Voilà. Vous vouliez parler de femmes, voilà. Voilà. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Tout à fait. Merci. Galit, est-ce que tu as une question, un commentaire, une interrogation? Avec le micro. On t'entend pas. Non, on voilà, t'entend pas. pardon. Le temps d'activer le micro. Non, moi, effectivement, cette présentation me laisse penser que ça a dû être un vrai casse-tête quand même pour choisir des dates, donc bravo pour ça. Ça m'a fait aussi penser que notre ami Dominique Bourrel, historien spécialiste des Juifs d'Allemagne, pas nécessairement juif, est en train de préparer un livre sur Einstein. Et enfin, je voulais revenir à cette date du 27 janvier qui est éminemment importante pour nous dans cette commission et sur la date de Yom HaShoah. Et je trouve intéressant que la communauté internationale ait choisi une date, Israël en ait choisi une autre qui correspond à celle de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et je pense que ce serait un débat à avoir entre nous au sein de la commission au sujet du choix des dates. Et aussi, j'aimerais porter le débat sur l'intitulé de ces journées de commémoration qui semblent un peu glisser, évoluer dans le temps et malheureusement parfois perdre en chemin l'universalité de la Shoah. Mais on en reparlera, je pense. Avec plaisir, Galit. Alain de Toledo, vous avez quelque chose à nous... Oui. Deux petites questions rapides. Alors, bon, bien que descendant de Saloniciens, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit sur Salonique, mais bon, c'est évidemment très difficile de poser des questions sur un livre qu'on n'a pas lu. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous avez dit sur 1492, puisque pour moi c'est une date assez fondatrice.
Et la deuxième, deuxième toute petite question très rapide. Ayant été moi-même coordinateur d'un livre, j'en connais toutes les difficultés. Et pourquoi finalement 80 et pas 100 ou 120, etc. etc. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de 80 ? Oui, je vérifiais que mon micro était ouvert. Alors, 1492 fait partie des dates, si on avait dû écrire sur un tableur les auteurs qu'on voulait et les dates qu'on voulait, il y aurait eu dans les dates qu'on voulait 1492. Vous l'avez d'ailleurs donné comme évident, hein, monsieur, vous avez bien raison. Il y a une date, 1492, comme il y a 1948, la création de l'État d'Israël ou la destruction du deuxième temple. Enfin, c'était vraiment les dates incontournables. Cette notice, elle a été rédigée par un historien qui s'appelle Maurice Krigel, qui est un des meilleurs connaisseurs de l'Espagne juive médiévale et du début de l'époque moderne, et plus en général de l'histoire juive d'ailleurs de façon assez époustouflante, et qui, il faudrait reprendre son texte, je ne l'ai pas parfaitement en tête, même si je l'ai beaucoup lu, mais qui insiste sur le caractère tout à la fois ne venant pas de nulle part, c'est-à-dire que c'est un phénomène historique décisif, cette expulsion, mais qui a une cause, qui a une antériorité et qui s'inscrit dans une dégradation qui remonte, disons, à 1391, hein, c'est facile, c'est 101 ans plus tard. Hein, il y a la naissance d'un phénomène maran, donc l'obligation de se dissimuler, la naissance de l'exigence de la pureté de sang, ça ce sont deux dates préalables dans le livre, hein, et puis finalement ça n'éclate pas dans un ciel d'azur. Mais à contrario, ce que met en avant Maurice Krigel, c'est le fait que cette décision, sans être encore une fois aberrante ou stupéfiante, elle n'était pas connue des gens. Hein. On connaît des gens, des juifs, qui achètent des terrains la veille de l'expulsion. Alors quand on s'apprête à devoir faire ses valises, on se soucie surtout de réunir des bijoux et des pièces d'or et de ficher le camp. Donc un phénomène qui n'était pas évident et attendu de tous, un phénomène qui a une immense importance dans l'histoire du royaume d'Espagne, puisque ça en crée l'unité en quelque sorte. On crée les unités royales sur les décombres des communautés. C'est quand même assez fascinant, ça c'est le grand Salaud Baron qui le disait. L'Angleterre, la Castille, la France sont les trois seules monarchies nationales au XIIIe, XIVe siècle. Ce sont les trois royaumes d'où on expulse. Donc les expulsions, mais il n'y a pas que contre les juifs, hein, les minorités religieuses, les dissidences, les hérésies, les expulsions sont un petit peu, non pas la condition de l'unification nationale, mais son moteur. Et c'est en expulsant qu'on affirme une Espagne, en l'occurrence, qui est libre de ses juifs, de ses musulmans, puisqu'on achète la Reconquista la même année, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu ça que dit en quelques pages le texte de Maurice Krigel. Et puis, je ne sais pas si votre question concernait ça aussi, monsieur, mais il dit aussi que sur les chiffres, on ne peut pas dire grand-chose. Hein. Enfin, qu'il y a quand même beaucoup de débats sur une fourchette, quoi. Il prend position, mais de façon quand même assez mesurée, parce que le nombre, bien sûr que ce sont des milliers et des milliers, mais le nombre d'expulsés, ce n'est pas très bien. Alors, 80 dates. Pourquoi 80 Est-ce que c'est Jules Verne qui était au fond de notre inconscient de lecteurs français, sans doute? C'est quand même une transaction 80. Quoi. On était parti, je crois, sur 70. On avait caressé le projet de faire 77 que l'éditeur trouvait, je cite, rigolo, parce que de 7 à 77 ans, je ne sais pas quoi. Et puis, en même temps, on s'était dit que les gens ils verraient une subtile gematria et que 77, c'était quand même bizarre. Et on s'est arrêté, mais un peu comme à la roue de la fortune, hein, la boule s'est arrêtée sur 80. C'est vrai que 100, ça aurait été bien, mais ça aurait fait un gros livre. Et en fait, pour avoir vraiment les coups des franches, c'est ça qu'il faudrait qu'on vende au PUF, hein, Audrey. Qu'un beau jour, il nous en rajoute 20. Alors là, oui, on pourrait faire rentrer les grandes absentes, mais ce serait un plus gros livre. Il est déjà assez épais, le livre. Hein. Les textes vont être... 600 pages, hein. Ben voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc 80, écoutez, on s'est arrêté comme ça. Il reste 5 minutes et 4 personnes qui ne se sont pas exprimées. Judith, Henri, Rachel et Madeleine. Lequel d'entre vous veut poser une question? Je ne pourrais pas faire parler tout le monde. Il faut vraiment qu'on se quitte à 14h15. Personne? Judith, on ne t'entend pas, ma belle. S'il te plaît. Vous m'entendez? Alors, oui. Bon, Judith et Henri, rapidement, 14h15, on aura fini. Mais il faut qu'on libère Pierre. Vas-y, Judith. Non, ce qui est intéressant là au sein de la commission du souvenir, c'est de dire que l'ouvrage en fait n'a pas comme point focal ou de focalisation centrale la Shoah, parce que nous c'est vrai qu'on est plutôt intéressés et happés par la Shoah, sa commémoration, ses grandes dates. Donc ça permet aussi de se recentrer. Je pense que c'est intéressant aussi pour la communauté française de voir cette histoire-là, pas uniquement à travers ce prisme-là, mais toute une histoire qui démarre depuis l'Antiquité. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'imagine aussi assez frustrant, c'est qu'on vous interroge sur tout ce qu'il n'y a pas dedans, toutes les dates absentes, tous les personnages absents.
Mais ça montre effectivement que vous devez être fort sur vos choix et que vous revendiquez. Et c'est très intéressant, effectivement, de voir. Peut-être qu'il y aura des addendums pour pouvoir compléter, pas tellement à travers des personnes, puisque le choix, c'est plutôt des dates. Donc, c'est plutôt rajouter des dates qui semblent manquantes. Voilà ce que je voulais juste ajouter, mais en complément de ce qui a été dit. Mais nous, on aime bien, hein, enfin, la discussion qu'on avait avec Bruno Aliwa. D'abord, ça nous permet de penser aux dates qu'on va retenir si on refait le bouquin. Et puis, c'est vachement stimulant parce que ça nous oblige un peu à nous justifier dans nos choix. Enfin, moi, je trouve ça… C'est vrai que ça fait partie du jeu quand on présente le livre, mais je trouve ça bien. Et puis, oui, sur la Shoah, alors, ce n'est pas Audrey qui est une historienne de la Shoah qui va être accusée de l'oublier, mais c'est vrai que… Enfin, je ne sais pas comment tu résumerais notre position sur ça. Oui, moi, je remercie Judith pour son commentaire parce qu'effectivement, voilà, c'était important et c'était même, justement, pour moi qui suis spécialiste de la Shoah, c'était très… voilà, ça m'a fait sortir un petit peu de mon cadre habituel et fait comprendre, et je pense qu'on était complètement tous les trois sur la même ligne, hein, dans ce qui est un peu engagé dans notre livre et si on pouvait atteindre par ce livre aussi les enseignants qui, voilà, on sait malheureusement avec les programmes d'histoire que les Juifs apparaissent au moment des persécutions, donc l'affaire Dreyfus et la Shoah, et bon, un peu avant voilà, la peste, éventuellement les croisades, et montrer qu'il y a d'autres épisodes et montrer la longue histoire et la longue présence des Juifs en France et en Europe et tous les apports culturels à travers même voilà, nos petites dates, si on gagne un petit peu ce terrain-là, ça me semble fondamental pour voilà, une meilleure compréhension de l'ensemble des choses. Henri Batner. Bien, merci. Oui, effectivement. Rapidement, il reste 3 minutes. Oui. Pardon. Ça n'est pas une question. Simplement, j'ai écouté et je voudrais saluer Pierre Savi, que je ne connais pas. Audrey, je voulais l'embrasser parce qu'elle est déjà venue au Farband et que je la connais un peu mieux. Et par contre, que vous veniez au Farband pour un Zoom aussi, voilà, et j'aurais lu le bouquin à ce moment-là. Voilà, si c'est possible. Voilà, tout simplement. Et on vous remercie encore. Pardon. Bruno Aliwa, rapidement avant qu'on se quitte. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Et si tu mets ton micro, on t'entendra. Bon, merci, excusez-moi, il ne m'en voulait surtout pas pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Juste 2 questions. Combien de temps pour faire ce livre? Combien de refus? Et combien de personnes vous avez dit non, l'article est trop long, la personne qui a écrit un article et qui ne veut pas revenir en arrière? Combien de refus d'écrire? Oui, combien de refus? Combien de personnes vous ont dit moi je ne peux pas en 3 pages parler d'un événement comme ça? Alors, combien de temps, première question? On doit faire vite. Moi, je peux déborder de 2 minutes, hein, Stéphanie. Alors, combien de temps on a commencé à en parler il y a 2 ans et demi. On a dû réunir les textes théoriquement à l'été 2019, mais on savait bien que les gens seraient en retard. Donc, en gros, je dirais 2 ans. Donc, c'est assez rapide. Enfin, 2 ans depuis les toutes premières fois où j'en ai parlé à Catel et Audrey en disant si tu ne voudrais pas qu'on fasse ça ensemble. Combien de refus? Très peu, 3, 4, 2, 3. Hein, le Rabbi Lubavitch, on peut l'avouer, il est absent parce qu'on n'a jamais eu de réponse de l'autrice. Des refus explicites parce que le défi est insurmontable, je ne crois pas qu'on en ait eu. Hein. Moi, j'ai en tête une personne qui ne veut plus écrire dans les ouvrages collectifs. Bon. Oui, voilà, des par principe, voilà, oui, effectivement, c'est vrai. Oui, mais… Et combien d'auteurs à qui on a dû faire reprendre la copie 100%? Combien d'auteurs qui n'ont pas voulu jouer le jeu en disant « moi, c'est 30 000 signes ou rien ?» Aucun. C'est pour ça que je les trouve, ils ont été sympas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la version 3, 4, 5, 6, 8, mais on est toujours arrivé à une version qui nous convenait, à Audrey, Catel et moi. Et donc, on les a tous fait retravailler, parfois un tout petit peu, parfois vraiment beaucoup, parce qu'ils étaient trop universitaires ou trop prolixes ou pas à côté du projet. Enfin, là, pour l'édition italienne, il y a une notice sur Primo Levi qui va être ajoutée, qui n'est pas dans le livre français. Le type fait une très belle notice et savante comme tout. Il ne dit pas que Primo Levi est un écrivain turinois, juif, déporté. Il ne dit rien de tout ça. C'est-à-dire que le type qui ne connaît pas Primo Levi, ce qui est quand même envisageable, ne comprend rien à la notice. Donc, c'était un peu ça le travail. On les a fait parfois retravailler, mais on est toujours arrivé à nos fins, n'est-ce pas, Audrey? On n'a jamais refusé de texte.
Oui, et par ailleurs, là, il y a beaucoup d'auteurs à qui on a demandé, et c'est le riche cahier iconographique qui se situe dans le volume, on a aussi demandé une illustration qui ne soit pas forcément celle convenue, celle attendue, genre l'énième portrait que tout le monde a vu et qui est dans toutes les encyclopédies. Et là encore, la plupart ont joué le jeu et vous avez vraiment des illustrations très, très pertinentes, toujours commentées par 2-3 phrases qui apportent vraiment quelque chose et qui ne sont pas juste purement décoratives. Donc ça aussi, je voulais le rappeler. Félicitations, hein, bravo pour ce bouquin. Merci. Ok, je vais juste donner la parole une petite minute à Monsieur Robert Egenès, le directeur du CRIF, avant de vous saluer tous. Robert? Même pas une minute, simplement pour vous dire que ce débat était passionnant, m'a beaucoup intéressé et que j'ai qu'une envie, dès que vous raccrochez, c'est d'aller piquer le livre chez Stéphanie pour le lire avec plaisir. Et je crois que vous avez relevé un défi assez incroyable. Bien entendu, on peut toujours tout critiquer et dire pourquoi vous n'avez pas choisi. Je crois que chaque jour peut être une histoire des Juifs, chaque jour qui passe, et que visiblement vous avez fait des choix, un travail, une mise ensemble de textes qui ne donne qu'une envie, c'est de le lire et de lui faire de la publicité, ce que nous allons nous appliquer à faire. Il est pour toi. Alors, écoutez, je vous remercie infiniment, Pierre Savy, Audrey Kichlewski, d'abord d'avoir réinscrit les Juifs dans l'histoire, parce que c'est ce que vous avez fait. Et merci beaucoup pour ce tour du monde juif en 80 dates. J'espère que tout le monde se portera bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres. Merci beaucoup à vous tous et à toutes. Belle fin de journée. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.